Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous accueillons Pierre Martinet. Bonjour. Vous êtes fondateur et directeur de Wincorp Security Defense, ancien cadre du service action DGSE, ancien otage d'un groupe islamiste en Libye. Vous publiez Pris en otage, un agent du service action raconte aux éditions Mareuil. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, Pierre Martinet, d'abord, il faut que je vous dise, ça me fait toujours, et les auditeurs le savent, toujours plaisir de recevoir des personnes qui, quelle que soit leur activité, ont été sur le terrain. Trop de gens parlent en n'ayant jamais bougé de leur fauteuil, ou alors il y a 50 ans et demi. Trop de gens parlent et n'ont pas connu le terrain. Et je ne comprends pas qu'on ne fasse pas d'abord parler, je le dis, de gens qui sont allés, qui ont connu le théâtre des opérations, et Dieu sait si vous en avez connu. Je rappelle que vous avez été au service action de la DGSE, vous avez été du 3e régiment parachutiste d'infanterie, d'abord, le fameux REP, que vous avez 58 ans, c'est ça, et vous racontez, alors vous avez déjà écrit en 2004 un premier livre, Prends la parole, vous sortiez de la Grande Muette, et là, Pierre Martinet, pris en otage, un agent du service action raconte, donc c'est aux éditions Mareuil. Et surtout, ce qui m'a frappé dans votre livre, c'est que vous parlez de cette chose que tous ceux qui ont quand même, qui ont plus de 20 ans ont connu, en tout cas ont entendu parler, c'est ce qui s'est passé en Libye. Donc, après les fameux printemps arabes et ce que nous a raconté sur la Libye, aujourd'hui, il y a l'Ukraine, la Russie, il y a 40 ans presque, c'était le Liban, où vous étiez d'ailleurs à Beyrouth, et vous racontez effectivement cela. Et ce que je voudrais justement que vous expliquiez, c'est très intéressant parce que vous parlez en Libye, c'est que vous étiez dans l'armée, en tout cas la DGSE, c'est la défense, comme son nom l'indique, et puis que vous avez participé notamment en Libye, c'était une société privée par votre ami, qui est un de vos meilleurs amis, sinon votre meilleur ami qui est mort effectivement en opération, et vous dites que au fond, et c'est très frappant dans ce livre, c'est qu'il y a aujourd'hui, en tout cas depuis quelques années, une interaction quand même assez forte, ou une porosité entre le public et le privé en matière de défense, d'armée et même d'opérations militaires. Oui, alors, il y a cette interaction entre la défense et le privé, mais pas vraiment en France encore. C'est surtout dans les pays anglo-saxons ou en Israël, où il y a vraiment une interaction, il y a vraiment une complémentarité, une continuité même entre le public et les sociétés militaires privées, parce que c'est de ce domaine dont on parle aujourd'hui. Oui. Mais en France, on est encore assez réticent à le faire, et notamment, c'est pour ça aussi que beaucoup de Français vont ouvrir des boîtes à l'étranger, ou travaillent pour des boîtes étrangères, ou travaillent pour des structures étrangères, parce que en France, on fait encore trop d'amalgames. C'est un mot qui est à la mode en France, les amalgames, et on fait encore trop d'amalgames entre ce qui se passe aujourd'hui et Bob Denard, qui n'a plus lieu d'être, qui n'est plus... Oui, Bob Denard, c'est il y a 40 ans, hein. Enfin plus. Oui. Même plus, donc aujourd'hui, les structures privées sont... tout c'est encore très réticent. C'est très réticent. D'accord. On a du mal encore on nous appelle encore mercenaires, alors que c'est absolument pas le cas, puisque on est enregistré, on signe des contrats officiels, il n'y a pas d'hommes armés, on fait de la formation, la plupart du temps on fait de la formation pour des militaires, pour former des militaires, de la police ou de la gendarmerie, mais tout à fait conventionnel, tout à fait réglementé. Et absolument pas caché. Hein, mais Pierre Martinet, vous êtes payé par qui, par exemple, dans les opérations? Enfin, même en Libye, c'était un peu ça. C'est-à-dire que votre ami Pierre avait fait des contrats avec des Américains. Vous disiez vous-même, ça doit être la CIA, enfin, qui est derrière, etc. Ce qui n'a d'ailleurs ni d'illégal ni légitime, c'est pas le problème. Et donc, vous exercez, certes, ce n'est pas du mercenariat, mais c'est comme une armée de métier, quoi, quelque part. C'est une armée privée, c'est pas du mercenariat, parce que c'était... Alors,
je vais essayer de faire un bref historique de Secopex. Pierre Marziali a créé la première société militaire privée en 2003. La première. La première et la seule. Il n'y en a pas eu d'autres maintenant. Ils ont d'autres appellations. D'accord. La Secopex première en France, c'est seule en France. Voilà, c'est la seule. Il n'y en a pas eu d'autres. Et il avait du mal à décoller en France. Il avait des centres de formation dans des pays de l'Est. Il formait des gardes du corps ou pour des pays en guerre. Et il avait un seul et unique client. C'était une structure américaine qui était par ricochet travaillait pour l'État américain. Donc c'était son client. Alors moi je connaissais pas vraiment les moyens de paiement, les contrats, les vrais contrats qu'il avait avec lui, avec son client, mais c'était son seul client. Et en Libye, on est parti en Libye. Il m'a demandé de venir avec lui à Benghazi pour proposer nos services au Conseil national de transition, les fameux rebelles qui ont voulu renverser Kadhafi, qui ont voulu renverser. Et parallèlement, on avait une mission plus officieuse qui était de faire du renseignement et de démontrer que derrière cette révolution, il y avait quand même l'islam radical qui était bien présent et qui était présent. Parce qu'au bout de 15 jours, j'avais tous les éléments pour... Vous êtes aperçu très vite de ça. Très vite. D'ailleurs, la première mesure que prend le CNT, après que Sarkozy passe et avec le Premier ministre anglais, c'est de rétablir la charia. Donc c'était pas pour la liberté, c'était pour rétablir la charia. Et il mettait en avant, vous le dites d'ailleurs dans votre livre, c'est très intéressant, il mettait les deux seuls éléments laïques et modérés, c'est ceux-là qui passaient dans les médias, on disait, vous regardez, révolution laïque, printemps arabe, etc. C'était absolument pas laïque. Enfin, le printemps arabe préparait l'hiver islamiste. Mais c'était déjà prêt, il y avait déjà même en Tunisie, c'est Enarda qui est passé aux élections, même en Tunisie, il y avait les frères musulmans, il y avait le salafisme qui était présent, officiellement ou clandestinement, mais tout le Maghreb est gangréné par le salafisme, et aujourd'hui toute l'Europe est gangrénée par le salafisme, et les frères musulmans. Il faut arrêter de se voiler la face, parce qu'on va droit dans le mur. Donc effectivement, la Libye n'a pas échappé à la règle, c'était l'islam radical qui était derrière, le Qatar, bien évidemment. Et le Qatar financé, c'était surtout le Qatar. Moi, j'ai vu passer pas mal de camions qataris. Il y a toujours des Alors, vous racontez dans votre livre cela, et c'est très intéressant, passionnant à lire. En fait, votre job, justement, alors, Secopex consistait, alors, pour parler de l'opération libyenne, puisque vous la racontez longuement. Pour raconter aussi d'autres opérations, évidemment, et vos entraînements. Ça consistait en quoi exactement? C'est-à-dire qu'il y avait un côté militaire, parce qu'il y avait un côté de défense, mais ça consistait à glaner du renseignement, surtout, ou vraiment faire des opérations? Alors, c'était les deux. Il y avait faire du renseignement. Moi, les deux personnes qui étaient avec moi ne savaient pas ce que je faisais officiellement. J'avais les deux personnes avec moi qui ne savaient pas que parallèlement je faisais du renseignement. On avait loué une maison pour potentiellement recevoir des personnes clandestines de façon à monter des opérations sur place. Et dans les projets qu'on avait, c'était également de créer une cellule. C'est pour ça qu'il m'avait demandé, Pierre, de venir, parce que je venais du service action et j'étais dans une cellule qui faisait du renseignement à fin d'action. Donc on montait des dossiers pour éliminer potentiellement des islamistes, des chefs de réseau ou des idéologues. Donc on avait l'intention de monter une structure qui est une structure qui potentiellement pouvait faire la même chose pour notre client américain. Donc action, information et action, etc. Voilà, on en parle tout de suite après cette toute petite pause. À tout de suite. On se retrouve tout de suite avec Pierre Martinet pour son livre Pris en otage, un agent du service Action raconte. À tout de suite. Même pas la blanquette de bon. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et quelqu'un qui était dans tous ces états, c'est Pierre Martinet, effectivement, en Libye, à Beyrouth, ailleurs, et puis pris en otage. Il raconte, d'ailleurs, c'est tout à fait passionnant, même si ça n'a pas duré beaucoup. Enfin, la manière dont on traite les tortures, l'extrait de renseignement, en fait, ils en ont rien à faire, mais ils veulent faire avouer. Et puis, enfin, cette espèce de triste rengaine, mais qui est la rengaine de la guerre et la rengaine de ce qui se passe, en fait. Moi, Pierre Martinet, quand vous êtes allé au Liban et vous rappelez que vous avez échappé à la mort, mais de très très peu, oui. dans ce van qui vous a amené, et puis vous avez eu vraiment, comme vous dites, Saint-Martin vous protège, c'est ça? Saint-Michel. Saint-Michel, le saint patron des parachutistes. Voilà. Et vous avez été protégé par Saint-Michel, effectivement, et en Libye aussi, vous avez frôlé, enfin, vous avez risqué votre vie, comme d'ailleurs votre ami Pierre et puis d'autres.
En fait, est-ce qu'on a, dans ces cas-là, vous avez fait justement, est-ce qu'on a la conscience du risque qu'on va faire et on dit bon, ben, ça fait partie de la vie, voilà, on a choisi ce métier, que le métier des armes, le métier de la défense, etc. Et quand on va en opération, on se dit, on sait à quoi s'attendre, et donc on s'attend au pire, mais peut-être aussi comme au meilleur. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête, quoi? Je pense que alors, il faut dissocier les deux vies, la vie militaire, mes 20 ans dans l'armée, dont 5 au service action, et ma vie privée, et ma vie dans les structures privées. Au sein de l'armée, c'est vraiment particulier. On est tous attirés par l'action, on est tous attirés par l'adrénaline. Personne n'aime la guerre, personne n'aime voir la guerre, parce que la guerre, c'est vraiment horrible, ça pue. Les enfants meurent, les femmes meurent. Il n'y a rien d'intéressant. Il y a rien d'intéressant dans ce contexte-là. Cependant, ce qu'on ressent dans ces moments-là, quand on se fait tirer dessus, quand on tire sur des gens, cette montée d'adrénaline, on ne la retrouve nulle part ailleurs. Donc pour nous, cette quête de l'adrénaline, elle nous suit toute notre vie. Et après, on peut retrouver ça, en ce qui me concerne, j'ai retrouvé ça dans le parachutisme, parce que je fais du parachutisme depuis très longtemps. Et vous continuez ? J'ai arrêté il y a quelques années à cause d'une opération. Vous avez fait 40 ans au moins. Enfin, au moins. Comment ? Non, vous avez fait 40 ans au moins de parachutisme. Beaucoup, j'ai pratiquement 5000 sauts. Donc, oui, bien sûr, j'étais instructeur, je formais des gens au service aussi dans le tir, le sport de combat, tous ces sports qui nous procurent de l'adrénaline et des sensations. C'est un parallèle avec notre vie de militaire. Et donc là, on part en toute conscience. On part en opération en toute conscience. On est structuré, on est encadré, on est armé surtout. En revanche, dans le privé, c'est différent. On part après une réflexion qui est assez courte, mais on part après une réflexion, on part seul, on part pas armé, on part dans des pays en guerre et on ne sait pas comment on peut s'en sortir si on a un problème après. La preuve là, c'est que je pensais vraiment être tué là-bas, je pensais vraiment pas revenir, puisque tous les jours ils me promettaient la mort, tous les jours il y avait des simulacres d'exécution. Je pense à Fred, à Eric, à Georges, qui ont subi des tortures assez difficiles. Fred, on le mettait à genoux dans une pièce, on lui jetait des seaux d'eau dessus et on lui faisait des simulacres d'exécution avec un pistolet. Donc là, c'est différent. Et là, j'ai connu ce phénomène-là sans réelle préparation à cette... Ah, parce que dans l'armée, vous n'avez pas préparation à ça quand vous êtes prisonnier. Si, dans l'armée, bien sûr. Oui, vous l'avez. Dans l'armée, on a tous les trucs. On a toutes les formations, on a tout ce qu'il faut, les stages, les mises en condition. Même sur les interrogatoires, etc. Tout ça. Suivant le parcours qu'on fait. Moi, j'avais subi des interrogations poussées pendant mes stages, pendant mon cursus pour devenir instructeur commando au service action. J'avais subi tout ça. Donc, ça m'a servi. Je comprends. Ça m'a servi en Libye parce que j'ai quand même réussi à m'organiser intellectuellement, psychologiquement. Mais les premiers 48 heures ont été très difficiles parce que je pensais ils allaient me tuer en fait. Quand ils ont tué Pierre Marzali à côté de moi dans cette rue sombre de Benghazi, il était à côté de moi, les mains sur la tête, ils l'ont tué et moi je me suis dit bon, c'est une exécution. Donc j'ai fermé les yeux et j'ai attendu d'en prendre une quoi. Donc on est préparé, moi j'étais préparé, j'ai pu m'organiser après psychologiquement pour essayer de tenir. En revanche, il y avait 2 personnes qui n'avaient pas du tout un parcours militaire. Ça a été très difficile pour eux, c'est très difficile aujourd'hui pour eux, 10 ans après. Ils sont encore traumatisés, j'imagine. Bien sûr, mais on ne sort pas indemne d'un tel parcours et c'était court. C'est très court, intense, 15 jours, c'est court. Moi, je pense souvent à l'ancien Denis Alex, l'ancien du service action, qui est resté 3 ans aux mains des Chebab, un groupe islamiste sanguinaire, très dur, et qui est resté 3 ans dans des conditions où même un animal n'aurait pas pu tenir. Mais c'est intense, quelle que soit la durée, c'est l'intensité, et de penser qu'on va mourir chaque jour. Ça modifie tout. Enfin, tous les repères sont modifiés. C'est pas un jeu. C'est pas un stage, c'est la réalité. C'est pas un exercice psychologique comme ça. Non, mais personne m'avait obligé à y aller, donc on y est allé en connaissance de cause. On va dans un pays en guerre. Bien sûr. Voilà, donc. Mais Pierre Martinet, qu'est-ce que ça donne après, au retour, comme ça ? Qu'est-ce que ça donne sur la vie, etc. Si vous dites, ça peut éclater à tout moment, ça peut arriver à tout moment, qu'est-ce que ça vous donne, la tentation d'avoir véritablement, la réalité d'avoir
vraiment frôler la mort, et peut-être de la pire des manières, enfin d'une manière terrible. Ça nous fait relativiser énormément sur le quotidien, et parfois j'avoue que je me sens un peu en décalage par rapport à certaines personnes qui au moindre coup de vent paniquent parce que les Français sont râleurs, mais pour tout et n'importe quoi. Oui. Mais, dès qu'il fait un peu chaud, il fait trop chaud, voilà, il pleut. Je pense que le quotidien aujourd'hui m'est assez indifférent, et je vois ça de loin sans aucun jugement. Non, bien sûr. J'ai mon parcours et je regarde pas ce que font les autres, mais j'ai un certain relâchement par rapport au quotidien de tout à chacun, quoi. Mais alors justement, c'est intéressant parce que à la fin de votre livre, vous parlez un peu de tout cela avec le recul, pour parler de la Libye, pas du Liban, c'est encore autre chose, mais de la Libye. À partir du moment, est-ce que vous n'êtes pas dit, parce qu'on a eu, comme vous savez, des débats énormes là-dessus, est-ce que ce truc où Sarkozy avec d'autres, qui soient des philosophes ou quelques intellectuels, ou des gens disaient ça y est, il faut absolument supprimer Kadhafi, et on pensait que ça allait succéder une démocratie, etc. Et on a vu le résultat, c'était l'islamisme radical d'un côté, et puis l'immigration, le flot absolu d'immigration sans... Qu'est-ce que vous pouvez dire par là? Est-ce que ça a été un aveuglement généralisé? Ça a été une volonté de bien faire? Ça a été quoi? Quand vous regardez ça en disant, bon, vous êtes allé effectivement pour les Américains à ce moment-là, pour voir effectivement si les islamistes étaient à Benghazi avec le CNT, et ils l'étaient, et voir si Kadhafi, qui était un dictateur impitoyable, effectivement, est-ce que vous, avec le recul, vous dites, on aurait pu éviter ça ou pas? Mais bien, tout à fait. On aurait pu absolument éviter tout ça. Mais tout ça a été su. Pierre Marziali avait la possibilité de transmettre quelques notes, soit au Quai d'Orsay, soit à l'Élysée, sur son avis, sur l'avis qu'il avait sur le. On a fait des projections, et c'est ressorti un peu après dans une certaine presse où on a décrit exactement ce qui allait se passer si Kadhafi tombait, si Kadhafi restait, si Kadhafi se mettait en retrait. On a décrit exactement ce qui allait se passer. Les scénarios, oui. Les 3 scénarios, c'était écrit noir sur blanc, et c'était exactement ce qui s'est passé. La Libye, ça a été, je pense, il fallait stopper la colonne de chars qui arrivait dans Benghazi, parce que je l'ai vu, la colonne de chars, elle a été stoppée par les avions de l'OTAN, les chars ont été stoppés net dans les faubourgs de Benghazi, ok. Mais après, ça a été une énorme connerie, parce que ça a déstabilisé toute la région. On dit que les Américains ont déstabilisé l'Irak, les Européens ont déstabilisé tout le Sahel. Aujourd'hui, le Sahel, tout ce qui se passe au Sahel, c'est notre faute. Donc, ce qui me gêne, moi, avec nos gouvernements, c'est le court-termisme qu'ils ont. La vision à 5 ans aujourd'hui, avant c'était 7, maintenant c'est 5 ans. Mais aux prochaines élections. Exactement. Ouais. Et ce qui me gêne encore plus, c'est cette politique de l'autruche face au projet islamiste qui a débuté en 1928 avec les frères musulmans. Et l'Europe aujourd'hui, c'est le ventre mou de l'Occident. C'est là où le salafisme, les frères musulmans, les milogorus se répandent, mais alors de façon libre, sans frein. Et je travaille dans ce domaine-là depuis maintenant 15 ans. Avant, j'étais au service action, on travaillait que sur des islamistes. Et j'ai travaillé un peu plus, j'ai rencontré beaucoup de personnes, j'ai discuté avec beaucoup de monde. J'ai discuté avec eux en Libye, ils m'ont dit notre projet ira à son terme. Ce qu'on veut, c'est voiler l'Occident. Et ils vont y arriver. Donc je ne comprends pas qu'on ne veuille pas s'attaquer réellement à l'idéologie. Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas criminaliser le salafisme, interdire les frères musulmans, les milogorus. Mais c'est pas un phénomène franco-français. C'est un phénomène global, européen et français. Ouais. Mais on en reparle tout de suite. Oui, on poursuit ce débat passionnant. On revient tout de suite avec Pierre Martinet. On attend vos appels 0826 300 300. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors, toujours avec Pierre Martinet, bien sûr, pris en otage, un agent du service Action Raconte. Vous étiez longtemps au service Action de la DGSE. Vous avez fait nombre de guerres, vous étiez sur beaucoup de fronts. Encore une fois, on a parlé de Beyrouth, on parle de la Libye. La Libye, c'est un peu d'ailleurs intéressant parce que dans votre livre, vous parlez aussi de vos entraînements, vous faites des retours en arrière par rapport à un certain nombre de choses et on n'arrive pas impunément, c'est pas un parcours
linéaire, bien sûr, et ça ne peut pas être un parcours linéaire. Aujourd'hui, Pierre Martinet, donc, vous dirigez, alors, votre Wincorp Security Defense, donc c'est un groupe étranger, puisque en français on ne peut pas le faire, apparemment. Si, on peut le faire en France, mais en France, c'est très codifié. Il y a moins d'externalisation ou bien de contact avec les autorités. Moi, j'ai créé Wincorp Security parce que on vit à Londres. On a vécu à Londres pendant 5 ans et aujourd'hui, j'ai un pied à Londres et un pied en France. D'accord. Mais vous l'avez fondé à Londres. J'ai fondé à Londres, Wincorp Security Defense. J'ai axé cette société uniquement sur les services de défense. Donc j'ai axé uniquement cette société sur la formation de forces africaines, parce que l'Afrique c'est un pays c'est un continent qui est formidable, et il y a quelques pays francophones où je vais régulièrement et qui sont admirables et avec un potentiel, et ils sont vraiment beaucoup aiment encore la France, même si depuis quelques années on a énormément de problèmes avec surtout la jeunesse, qui nous reprochent d'avoir colonisé l'Afrique. Alors souvent on a ces discussions entre nous, et moi je leur dis que j'ai colonisé personne. Quand je viens en Afrique, je viens pas en pays conquis. Je passe des partenariats avec vous. Vous êtes mes clients. Je suis à votre service. Donc il n'y a pas de notion de... Non, mais ce qui est quand même intéressant, j'ai parlé juste avant que vous n'arriviez, on a parlé de l'Algérie qui a refoulé au Niger récemment des migrants palestiniens, syriens et autres, parce qu'il y avait une réunion, etc. Et ça, personne n'en parle. C'est-à-dire que quand il y a dans ces pays d'Afrique, et on le sait très bien, des xénophobies interethniques, interpopulaires, enfin bon, moi je veux bien, mais les 2 poids et 2 mesures, c'est un peu embêtant, quoi. Mais je voulais revenir à cela. Donc, ce qu'on appelle défense aujourd'hui pour justement toutes ces compagnies, d'ailleurs pas la vôtre et puis d'autres, c'est-à-dire, en fait, c'est beaucoup de formation aussi, c'est ça? Alors, en France, il y a quelques sociétés comme ça, que j'appelle sociétés militaires privées, mais en France, ils appellent ça entreprises de sécurité et de services de défense. D'accord. Ils passent des contrats soit avec les États, en direct, très peu avec les États français, sur des externalisations de services de soutien, ou certaines sociétés d'avions aussi passent des contrats avec l'État français. Mais ces sociétés françaises passent des contrats de sécurisation, par exemple d'ambassades ou de sites pétroliers, comme Total par exemple. Ils emploient des structures privées pour sécuriser leur pipeline, pour sécuriser leur chantier offshore. Mais ça, c'est avec le privé, ça. Ça, c'est avec le privé. Il y a eu une période où il y avait énormément de piraterie maritime dans les années 2004-2005. Toutes les sociétés françaises partaient à l'étranger, ouvraient des succursales à l'étranger pour pouvoir sécuriser des bateaux, mais armés. Parce qu'en France, ils n'avaient pas l'autorisation de monter sur des bateaux français armés. Alors c'est un petit peu le paradoxe à la française. Mais ça n'a pas changé, ça. Ça a changé, mais il n'y a plus de piraterie maritime, ou très peu. D'accord. Donc ça, une fois qu'il n'y avait plus de piraterie maritime... C'est arrivé après la bataille. C'est arrivé comme d'habitude, avec 10 trains de retard. Donc les Français allaient monter des structures à l'étranger de façon à pouvoir être armés sur un bateau. Parce qu'on ne fait pas de sécurité sur un bateau avec les Somaliens comment dirais-je, qui arrêtaient des bateaux, avec des manches de pioche, c'est pas possible, quoi. Donc il fallait être armé. C'est évident. Mais il y a encore cette espèce de fausse pudeur qui consiste à dire, il y a le rapport de force, alors on l'accepte ou on l'accepte pas, c'est notre problème, mais si on l'accepte, faut avoir les moyens de se défendre. C'est exactement ça. Sinon... Si on veut aller faire la guerre, il faut se donner les moyens d'y arriver. Et dans ces moments-là, si on doit sécuriser des convois ou des bateaux, bien souvent, c'est ce que font les sociétés de sécurité américaines. C'est des sécurisations de convois, notamment pendant la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan. C'est de la sécurisation d'ambassades ou de sites officiels. C'est de la sécurisation de navires. Mais on ne fait pas de sécurisation dans un pays en guerre sans armes. Il n'y a qu'en France qu'on pense ça. Ouais. On peut pas sécuriser des convois en Irak, on ne pouvait pas sans armes. Donc les Français, ils étaient à la traîne, ils perdaient des contrats parce que c'était gros contrats. Et il ne faut pas oublier que les sociétés de sécurité privée emploient énormément de monde. Toutes les anciens militaires qui veulent se reconvertir, ils veulent aller dans ces sociétés-là parce que c'est leur savoir-faire qui est en... Oui. Et les Français, ils sont très très bons, ils sont reconnus techniquement, ils sont reconnus. Comme les Israéliens, comme d'autres. Comme les Israéliens, comme les Américains, mais les Français ont une qualité que d'autres n'ont pas, c'est qu'on a la culture de l'Afrique, par exemple. On a vraiment cette culture parce qu'on est malgré tout, on a des liens avec eux et on aura toujours des liens avec eux.
chose que n'ont pas les Américains, chose que n'ont surtout pas les Russes, ni les Chinois. Oui, c'est ça. Oui, il faut espérer qu'ils ne nous remplacent pas avec autre chose, mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Ce que vous retirez quand même, juste Pierre Martinet, avant de recevoir nos auditeurs, parce que je suis sûr qu'ils ont beaucoup de questions à vous poser, vous dites aujourd'hui que, au fond, est-ce qu'on arrive à un moment donné, dans la géopolitique, on ne va pas parler du monde entier, il faudrait des heures, mais la géopolitique où effectivement le privé est amené, parce que les armées peuvent aller jusqu'à un certain point, encore qu'on voit avec les attentats contre les gazoducs, on voit qu'il y a eu, rappelez-vous, Eiffage a été accusé d'avoir tracté avec Daesh, quand même, pour protéger leur Je pense que les services étaient au courant. Vous pensez que les services étaient au courant? Parce que avoir un point comme ça au milieu de Daesh, c'est une source de renseignement inestimable. Oui, c'est vrai. Donc ça a été joué avec complicité. Mais à votre avis, c'est quelque chose qui aujourd'hui, est-ce que la guerre va être autant, on entend les bruits de bottes nucléaires, mais enfin on espère que ça n'ira pas jusque-là, mais est-ce que ça va être autant du ressort du privé que du ressort du public, où les armées vont encore et toujours continuer leur rôle, qui se soit au niveau du renseignement ou ailleurs? Je pense qu'il faut admettre aujourd'hui que, je parle pour la France, oui. Nous n'avons plus les moyens de nos politiques. Pendant la première guerre du Golfe, j'étais à Djibouti et on disait malheureusement, la France a l'ambition des États-Unis avec le budget du Portugal. Et donc, il est plus qu'urgent d'avoir une réelle complémentarité entre le public et le privé. Chacun son métier, on ne marche pas sur les plateaux de l'autre. C'est ce que je disais à un policier sur un plateau il y a quelques années. Pendant les attentats, on pourrait mettre des sociétés privées, armées, formées, contrôlées. Le Bataclan, ça aurait été pas mal. Exactement, comme font les Israéliens, parce que le primo-intervenant peut détourner l'attentat, peut éviter de nombreux morts. Ça évitera pas les attentats, mais ça peut ralentir, ça peut freiner, et en attendant les forces d'intervention. Mais en France, on a un réel problème avec ça. On n'arrive pas à comprendre que le privé et le public peuvent s'entendre sur certains points. On va pas marcher sur les plates-bandes des policiers, on n'ira pas faire des enquêtes, on n'ira pas intervenir armé dans des pays, mais on peut sécuriser des convois, on peut protéger des sites, on peut protéger des personnalités, parce qu'il y a énormément de sociétés qui font de la protection rapprochée. Ça existe déjà, oui. Très peu en France. Ouais. Mais s'il y a des sociétés, comme juste les grosses sociétés françaises ont des services de sécurité, je parle des... bien sûr. Ouais. Mais ça, c'est privé. Ils ne sont pas armés. La notion d'armée ou pas armée, c'est très sensible en France. Ouais. Armé, dès l'instant où on est armé, on est des mercenaires. Quand on n'est pas armé, on ne sert pas à grand chose en fait. On est juste là pour appeler la police. C'est un peu la même polémique avec les agents municipaux, les policiers municipaux. Est-ce qu'on les arme? Est-ce qu'on les arme pas? Mais le temps qu'on perd en France à réfléchir à des trucs comme ça, des policiers, on les arme, point. Et on les forme et ils savent tirer, ils savent servir de leurs armes. Bien souvent, c'est des anciens militaires, bien souvent, ce sont des anciens policiers. Ils maîtrisent absolument le... Non, mais c'est extraordinaire qu'en France, on soit encore à se poser la question de savoir si quelqu'un marche dans la rue, se fait tabasser, etc. L'autre, attendez, vous êtes sûr qu'il sort son couteau, son revolver qui tue, après pourrait intervenir. C'est exactement ça, et on est souvent la risée à Londres ou aux États-Unis, on me le ressort souvent ça. On me fait souvent cette réflexion, on me dit tu peux intervenir, mais une fois que tu es mort. C'est ça. Alors là, vous aurez la possibilité d'intervenir et elle va être remarquable et rapide. Merci. On a nos auditeurs là. Absolument, notre fidèle auditrice Chantal qui nous appelle de l'île de Beauté. Bonjour Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour André, bonjour à votre invité. Bonjour madame. Et bonjour à celle qui m'a annoncé. Bonjour. Voilà, moi déjà je voudrais tirer un coup de chapeau aux militaires. Moi je suis fille de militaire, militaire de carrière, 34 ans d'armée, mon oncle était militaire, mon cousin Germain était militaire. Je voudrais simplement dire aux auditeurs que ce ne sont pas les militaires qui déclarent la guerre, ce sont des civils. Ce sont, chez nous, c'est le président de la République avec l'Assemblée nationale
et le Sénat. Oui, enfin, quand il la déclare. Vous avez vu que pour le moment, oui, quand il la déclare. Quand il la déclare, exactement. Parce qu'ils avaient 4 mois pour le faire, depuis qu'ils donnent des armes. Mais voilà, je voulais tirer quand même un coup de chapeau aux militaires. D'accord. Malheureusement, en France, ils sont très très mal employés, puisque là, bon, ils sont là, ils ne s'entraînent plus parce qu'ils gardent des sites. Enfin voilà, on a vu même pour le Bataclan, malheureusement. Alors, je voudrais poser une question à votre auditeur. Bon, allez-y. On savait... À Pierre Martinet, oui. On savait... On ne l'a pas dit officiellement, mais enfin, on savait que derrière Kadhafi, il y aurait donc un État islamiste. Alors, je pose toujours la même question. Allez-y, Chantal, et allez-y rapidement. Merci. Voilà. À qui profite le crime? Voilà. Ouais. Alors, Pierre Martinet, sur la Libye, à qui a profité le crime? Je vais répondre très clairement. Le crime profite aux islamistes. Le crime profite à ceux qui peuvent avoir des contrats pétroliers avec ces gouvernements islamistes. Parce qu'il ne faut pas oublier que derrière la Libye, il y avait beaucoup de pétrole. L'Irak, il y avait beaucoup de pétrole. Il y a toujours une arrière-pensée économique et géopolitique. Mais globalement, c'est tous ces pays-là du Maghreb qui se sont lancés dans des révolutions, des printemps arabes, j'englobe aussi la Syrie. Il y a ce qu'on voit dans les médias, ce qu'on entend sur les radios, et il y a la réalité du terrain. Et derrière évidemment ces dictatures, on a des dictatures islamiques qui sont 10 fois pires que ce qu'il y avait avant, quoi. Oui, c'est ça. Et en fait, on a fait tout ce coup Kadhafi, mais il y a eu pire que Kadhafi, quoi. Bah, pire, bien sûr. Ala va annoncer la pub, parce qu'on doit aller en pub, et on revient tout de suite avec Pierre Martinet et nos auditeurs qui nous appellent. Ils peuvent continuer de nous appeler au 0826 Vous êtes très 300 nombreux et 300. Yes. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Hala. Oui. Oui. Quelques auditeurs, s'il vous plaît. On accueille Nour du Val-de-Marne. Bonjour Nour. Bonjour Nour. Bonjour madame, bonjour monsieur Berkov. Prix Nobel de la journaliste, je l'ai dit, je le répète mille et une fois. Et merci. Ça m'engage que moi. Monsieur Martinet, j'ai eu le temps, je suis taxi entre parenthèses, je suis taxi, mais avant j'étais au ministère de la Santé, au ministère de l'Intérieur, j'ai fait pas mal de carrières, publiques ou fonctionnelles. Monsieur Martinet, ça me fait plaisir de vous écouter. J'ai envie de vous poser des questions par rapport à l'intervention de la dame il y a 2 secondes qui vous a posé une question, ça profite à qui ces conflits-là? Et vous avez dit texto, ça profite aux islamistes. Entre autres, oui. Oui, entre autres. Avec tous mes respects pour vous, j'ai eu le temps de regarder un peu ce que j'ai pu voir sur Google. Vous êtes né en 64, donc je suis bélier comme moi. Vous êtes têtu, je comprends. Et votre motivation, je comprends pas, parce que comme je vous ai dit, je travaillais au ministère de la Santé. Vous avez mon nom, mon prénom, vous pouvez ce que vous voulez. Je sais qu'au bout de 15 ans, vous avez une belle retraite, vous êtes bien placé et tout ça. Votre motivation, c'est quoi? Elle est matérielle, elle est française, elle est quoi? Et c'est quoi votre objectif d'aller défendre des causes qui n'ont pas de sens? Par exemple... Donnez un exemple, oui, soyez précis et rapide, Noura. Allez-y. La Syrie, vous étiez défendre quoi? Vous étiez lutter contre l'islamisme. Je ne crois pas que Bachar al-Assad, je suis musulman, mais je ne défends pas Assad en 2 secondes, je ne défends pas Kadhafi en 2 secondes. Votre motivation, c'était quoi? C'était quoi? C'est ça que je voulais savoir. Très bien. Alors, Pierre Martinet, quelle est votre motivation quand vous allez en Libye ou en Syrie ou au Liban? Enfin, voilà. Alors, en tant que militaire, ma motivation, c'est de faire ce qu'on me dit, quoi. Je suis militaire, donc j'exécute les ordres que j'ai. Je vais dans des pays, effectivement, où il y a des guerres. Donc, ma motivation, c'est de faire mon métier. Vous exécutez la politique du gouvernement français. Tous les militaires, tous les forces de sécurité sont aux ordres des politiques, quoi qu'il arrive. Après, c'est une affaire personnelle. Si on adhère, on reste. Si on n'adhère pas, on part. Maintenant, la plupart des militaires sont dans ces métiers, pas pour adhérer à une politique, vont dans ces métiers parce qu'ils aiment
ce qu'ils font, ils aiment les relations qu'on a entre nous, ces relations qu'on appelle les frères d'armes. On aime voyager, on aime l'action, on aime le sport, on aime ces rapports humains qu'on ne trouve nulle part ailleurs, parce qu'on fait des trucs qu'on fait nulle part ailleurs. Dans l'institution, nos motivations, ce sont des motivations professionnelles. On aime ce qu'on fait, donc on le fait avec plaisir, et on essaye de le faire du mieux possible. Après, dans le privé, c'est autre chose. Dans le privé, c'est dès l'instant où on crée une société, c'est de gagner de l'argent avec cette société, embaucher des gens, faire vivre des gens. On n'épouse pas de cause, mais on essaye de faire du mieux possible pour ne pas aller à l'encontre de notre pays. On a des sociétés, on est obligé de parler. Je vais vous répondre franchement, c'est la motivation d'une entreprise, c'est aussi de gagner de l'argent, c'est de vivre. Oui, le privé, c'est de faire une société rentable. Bien sûr, il n'y a qu'en France où on pense que faire des sociétés, il faut pas gagner de l'argent avec, mais à l'étranger, dans les pays anglo-saxons, la réussite passe aussi par l'aspect financier de la chose. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Je suis tunisien, je vous assure, j'ai travaillé pour la France et je peux vous donner mon nom, mon prénom, tout ce que vous voulez. Non, il n'y a pas de problème. J'ai lutté pour la France, pour l'Afrique de l'Ouest. J'ai côtoyé des Africains, je vous assure, quand je formule une phrase, je fais attention à ce que je dis. Ils maîtrisent la langue française, ils adorent la France. Toutes ces guerres que la France a menées, qu'est-ce qu'elle a rapporté à la France? C'est ça que je veux comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Moi aussi, j'ai engagé, je suis au Maghreb, j'étais en Algérie, j'étais en Libye, j'étais au Qatar, j'étais en Côte d'Ivoire, partout. Mais embaucher, gagner de l'argent, et notre objectif à deux, vous êtes français de souche, peut-être avec des origines, j'en sais rien, mais moi je suis tunisien, mais je suis français et fier de l'être, et j'ai demandé qu'est-ce que ça a apporté à la France, et regardez les résultats aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez de me répondre, s'il vous plaît. Alors, il vous demande pas en tant que militaire, mais en tant que citoyen, en tant que Français, en tant que citoyen. Alors c'est difficile de répondre à une question comme ça, parce que là, on parle avec... c'est un petit peu ce qui me gêne aussi, c'est de réécrire l'histoire avec les lunettes du présent. Dès l'instant... Alors, ce qui est décidé dans les hautes sphères, je ne sais pas. Moi, je décide à mon niveau, je me déplace pour faire vivre ma société, où je pars avec ma section, où je pars en mission avec la DGSE sur des réseaux islamistes. C'est bien évidemment aujourd'hui, si on avec les lunettes du présent, il fallait pas faire ce qu'on a fait en Libye. Évidemment, ça nous a rien rapporté puisque ça a déstabilisé tout. Mais si ça, c'est la partie, on va dire, la partie visible de la chose. Mais si on va gratter un petit peu dans la grisaille de la géopolitique, il y a l'aspect économique, il y a l'aspect géostratégique aussi. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous dire ce que ça nous a rapporté, puisque ça a rapporté uniquement de la déstabilisation du Sahel. Voilà, pour l'instant, moi je voudrais juste, et là c'est aux citoyens que je parle, qui a le droit d'avoir une opinion politique comme quiconque. Par exemple, pour vous, l'aventure libyenne, c'était une fausse bonne idée ? Alors pour moi, l'aventure libyenne aurait dû s'arrêter à stopper la colonne de chars de Kadhafi qui arrivait sur Benghazi. C'est ça. Ensuite, c'était essayer de trouver une solution pour sortir par le haut. C'est pas d'aller déstabiliser, détruire la Libye, parce qu'aujourd'hui la Libye est détruite. 11 ans après, la Libye n'existe plus. Et ça a déstabilisé toute la zone sahélienne. Toutes les armes qui sont parties de la Libye se sont retrouvées au Mali contre l'État français. Évidemment qu'aujourd'hui, avec les lunettes du présent, on dit que c'était une énorme connerie d'avoir fait ça. Maintenant, il y a d'autres paramètres. Il y a d'autres paramètres qui rentrent dans la décision du président français, du président anglais, du Premier ministre anglais, de l'Europe, de l'OTAN. Mais bon, faudrait plus qu'une émission pour en parler, quoi. Ça c'est vrai. Et puis on commencera à parler de l'Ukraine, etc. C'est encore dans tous les conflits, on peut philosopher pendant des heures. Hein, ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, il y a ce qu'on voit et ce qu'on voit pas, mais c'est toujours pareil. Absolument. Sandrine de Tarn-et-Garonne. Bonjour Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour André, bonjour Alain, bonjour votre invité Pierre. Alors moi je suis pas du tout, je connais plus, je suis pas du tout fille de militaire et l'armée, moi je suis agricultrice. Oui. Voilà. Alors justement, moi je suis intéressée, je suis très intéressée parce que moi je suis un peu d'un esprit un peu très inquiet. Voilà. Oui. Je veux dire, ce que vous êtes parti, vos missions, c'est cet État islamiste,
qui prend. Et alors les gens, moi je dis ça, c'est dangereux. Je le dis toujours pour toutes nous, enfin les Occidentaux et toutes les religions. Voilà. Et ma question, voilà. Alors on va dire au niveau futur, puisque à un moment donné, il y a les gens veulent baisser les yeux. Alors d'un côté, il va y avoir des gouvernements qui vont mettre monter. Alors je veux pas faire, par exemple, qui par rapport à l'économie, on va dire, de l'agriculture. Alors il y aura ces phénomènes de groupe. Alors des radicaux écolos et d'un côté. Ouais. Est-ce que ces gens-là, quelque part, ça arrange les États islamistes qu'on s'entre-déchire, nous les Occidentaux, par rapport à tout ça, pour récupérer du territoire, parce qu'eux, ils sont convaincus qu'ils sont dans la vraie parole. Voilà. Enfin, excusez-moi, voilà. Oui, je comprends. Vous voulez dire que, est-ce qu'ils ne profitent pas, en fait, de la division de l'Occident et de tous les conflits l'Occident en général, ou la France en particulier, qui effectivement nous fracturent en ce moment, et les fractures françaises, c'est pas nouveau. Qu'en pensez-vous ? C'est ça la question. C'est ça. D'accord. Alors, c'est difficile de répondre à cette question parce que le projet islamiste est bien plus global que ça. Et alors, je vais essayer de vous répondre. Je vais vous répondre clairement. Dans le projet islamiste, il y a également par les attentats, par les actions violentes, parce que en travaillant là-dessus, moi je divise ça en trois. Le triptyque du projet islamiste, c'est l'idéologie, le financement et les actes violents. Les actes violents, ce sont les attentats. Et effectivement, les attentats ont pour but aussi, à part créer la psychose, de déstabiliser certaines sociétés et de créer des heurts intercommunautaires. C'est un peu ce que disait Gérard Collomb en quittant le ministère de l'Intérieur. Côte face à face. Et on se retrouve aujourd'hui, on peut se retrouver aujourd'hui, il peut y avoir des dérapages. Et effectivement, après un attentat, il peut y avoir des dérapages. Il peut y avoir Mais après, effectivement, aujourd'hui, l'Occident, l'Europe, la France, nous sommes divisés sur des sujets, on va dire, complètement anodins, alors que eux, ils sont réunis et unis sur un seul projet, c'est-à-dire islamiser l'Occident et l'Europe. Et effectivement, tout ce qui peut diviser l'Occident et la France, ils vont s'en servir, bien évidemment. Écoutez, à suivre tout cela, bien sûr. En tout cas, merci à Pierre Martinet. Merci pour votre témoignage. Et lisez son livre, Prise en otage. Oui, merci beaucoup Pierre Martinet d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes fondateur et directeur de Wincorp Security Defense, ancien cadre du service action DGSE, ancien otage d'un groupe islamiste en Libye et auteur de Pris en otage, un agent du service action raconte aux éditions Mareuil. Et c'est Brigitte Lahaie qui reprend le flambeau. Je vous souhaite un excellent après-midi avec elle et nous on se retrouve demain entre 12h30 et 14h.